Dimanche 28 avril, au coin du feu, parce qu'il fait froid. Il fait vraiment froid. Comme hier, comme avant-hier, ça fait un moment déjà. Ah, la brume se lève du fond des vallées, en gros nuages, gros paquets fumeux gris. C'est joli. Ça s'éclaircit un peu, mais le ciel, lui, au-dessus, reste blanc, gris. Nous verrons bien. Gris comme... Mais attendez, je vais reprendre mon journal de bord. Oui, j'ai un journal de bord. C'est-à-dire un agenda perpétuel. Je me suis dit quand même qu'il fallait que j'arrive à noter quelques trucs d'une façon générale, mais... Et je constate que depuis le 16 avril, il n'y a plus de traînées visibles. Ce sont des traînées que j'appelle dispersistantes. Elles se dispersent, mais elles reviennent insidieusement. Traînée insidieuse, ce serait pas mal. Ah, nous avons eu un peu de bleu et du soleil. La Sainte Expédite, la veille de mon anniversaire, le 19 avril. Non, mon anniversaire, c'est le 20, comme vous savez bien, le moustachu tristement célèbre. Tristement, hélas, et célèbre, je ne sais pas. Le 19, c'est la Sainte Expédite. C'est le saint des causes justes et urgentes. Vous vous souvenez, on en avait déjà parlé. J'avais mis sa prière en polonais, en brésilien. Oui, j'avais trouvé ça. Et puis, bon, bref, je m'en expliquais. Vous n'aurez qu'à écouter. Il se fête tous les 19 du mois. Donc, les gars, rien n'est perdu. Hein. Et puis, on a eu, oui, un petit peu... Ah, tiens, dès le 22, ça se dégrade. Il fait froid, il neige, il pleut, il fait gris, couvert. Depuis tout ce temps-là, en réalité. Oui, on a eu un petit peu de ciel bleu hier. Enfin, bleu. Comment dire? On va pas revenir là-dessus, non? Alors, ce gris... Oui, je sais, j'en ai parlé plein de fois. J'en ai parlé peut-être à chaque fois. Vous savez pourquoi je me répète? Parce que quand je dis les choses qui sont, même si elles sont en elles-mêmes répétitives, ça nous ramène dans le présent. Quand je parle des choses qui sont, ça nous ramène à ce qui est, c'est-à-dire les ténèbres. Mais oui, parce que les ténèbres, ce ne sera sans doute pas aussi spectaculaire que la nuit en plein jour. Quoique ça peut arriver, quand ils en seront là dans leur programme. Les projections holographiques ou additionnées de bombardements d'ondes hertziennes, dont la fréquence correspond à des émotions. On n'a pas parlé encore de ça. J'ai pas vraiment la gamme des fréquences et j'aimerais vraiment beaucoup la voir. Et il y a des gens qui ont travaillé là-dessus, c'est sûr et certain. À chaque fréquence, peut être tout simplement traduite en ondes hertziennes, on a un état émotionnel plus qu'une émotion. Une émotion, ça peut faire penser au psychisme. Mais non, parlons du physiologique. Du physiologique que nous percevons dans notre corps-esprit et que nous décodons grâce à notre mental. Ah, tristesse, nostalgie, bien-être, espérance. Bon, tout ça, espérance est une des vertus théologales, le mot est peut-être mal choisi, mais et sentiment d'enthousiasme, enfin, ressenti, plus exactement, pas sentiment, ressenti de ceci, ressenti de cela. Vous savez, comme ils nous disent les températures, ils nous ont introduit ça depuis, ils nous l'ont bien introduit même, depuis quelques années. Il va faire 12, mais 15 ressentis. Ouais, il fera en fait plus chaud que en fait il fait. Ou 8 degrés, mais 5 ressentis. Ah, vous aurez froid, mais en fait, il fait pas si froid. Ah ouais? Mais comment tu peux savoir ce que je ressens? Explique-moi. Sur les duvets, il y a les températures d'utilisation. Température confort, température extrême et température survie. Et c'est pas les mêmes pour les hommes et les femmes. Enfin, sur le même duvet, on aura un écart de 3 degrés entre l'homme et la femme. L'homme, il va jusqu'à moins 23, la femme jusqu'à moins. Pourquoi ça? Parce que la femme, on l'a dit, elle est des sensines. Elle est eau, froid. C'est physiologiquement ça.
On n'est pas pareil. C'est les femmes qui ont des problèmes de constipation et de circulation dans les jambes. C'est pas les hommes. À moins que les hommes y mettent vraiment du leur, mais d'une façon générale, ça se retrouve toujours. Regardez, demandez aux gens qui ont vécu en couple. Les hommes qui disent « Ah oui, elle mettait ses petits pieds froids sur mes mollets, ou je les prenais sur mon ventre, ou dans mes mains, ou entre mes pieds. » Voilà, c'est toujours ça, c'est toujours la femme qui a les pieds froids, c'est pas l'homme. Enfin, je dis toujours, dans une écrasante majorité de cas. Donc déjà, la femme, elle ressent plus froid. « Ah, il fait 12, chérie, tu crois, je me caille ?» Non, moi, ça va. Donc le ressenti n'est pas le même. Et puis, la petite vieille, qui a plus que la peau sur les os, qui a plus de couches de graisse sous-cutanée, bien sûr qu'elle a plus froid qu'un jeune homme dans la force de l'âge, ou même qu'une jeune fille dans la force de l'âge. Non mais, mais ce truc-là, que le ressenti soit extérieur à nous. Non, il est objectivable. Ton ressenti est objectivable. Ben oui, quelqu'un peut dire, par exemple, que tu vas avoir froid, bien qu'il fasse pas très froid. Ouais, ressenti, mais comment tu peux savoir ce que chaque personne individuellement va ressentir? À moins qu'il y ait une arnaque là-dedans, quoi. Bon, il est vrai que dans l'Allier, j'entendais toujours dire ça. « Oh, mais c'est un froid humide, ah, mais on se caille. Oh, bon, on se caille. » Mais c'est vrai. Je le dis tout le temps, il faisait 12 degrés, on était sur le marché, 12 degrés, c'est pas froid. Mais bon, 12 degrés avec cette humidité pénétrante, une espèce de brumasse, d'humidité vraiment dense, presque palpable. Au bout de 3 heures, on était tous gelés, quoi. Il n'y a que les visiteurs du marché, ceux qui passent un quart d'heure, ou une demi-heure, ou 3/4 d'heure en papotant. Ok, ça va pour eux. Mais nous, on était gelés. Et ici, on a passé l'hiver entre 5 et 8 degrés à l'intérieur, bon, un peu plus chaud près du poêle, mais en fait, il fait entre la température extérieure, donc quand ça gèle, à l'intérieur de la cabane, il gelait pas, mais dans la tente, ça gelait. On a passé quand même l'hiver disons entre 4 et 8 degrés, mais c'est un froid sec. Alors tout de suite, ça va mieux. Même si on se caille. Un certain froid ressenti, quoi, au niveau des pieds surtout. Mais là, c'est humide. Ça fait un moment que c'est beaucoup plus humide. Moi, je m'étonnais de voir que mon linge séchait même dans la nuit. Je l'étendais la nuit. La nuit, oui, parce que la nuit tombe tôt en hiver. Donc, je faisais ma lessive 6h, 7h, 8h. Oui, parce que quand le feu donne à plein, je mets ma bassine sur le feu, puis je fais la petite lessive tous les soirs. Je sais pas, les draps, les chaussettes, je sais pas, les têtes d'oreiller, et puis le jean, et je fais pas tout en même temps. Non, pas à la main. Donc j'en fais un peu tout le temps. Donc comme je faisais ma lessive le soir, ou je en faisais même 2 tournées, c'est quand même vite fait, en faisant le repas, en mangeant, en faisant la veillée, j'allais étendre la dernière lessive dans la nuit, mais vraiment la nuit avancée, quoi. Pour l'hiver, la nuit avancée, c'est déjà 8h30, quoi. Et le lendemain, c'était sec. En hiver, moi, j'avais jamais vu ça. Ni dans l'Allier, ni en Saône-et-Loire, où j'habitais avant. Quant à la Suède, je sortais pas la nuit en hiver pour étendre du linge, je vous prie de le croire. Oui, parce que j'ai habité en Suède. Si, oui, je le dis tout le temps, mais personne n'écoute. Bref. Je voulais parler de cette idée de ressenti, parce que ça m'amène quelque part. Vous m'aurez peut-être déjà deviné pour certains. Si on nous dit d'emblée ce qu'on doit ressentir, si il est possible de prévoir ce que les gens, la masse informe des gens va ressentir par rapport à une chose ou une autre, c'est que nous sommes programmés. C'est marrant, c'est pas là que je voulais en venir, mais je m'écoute réfléchir. Et forcément, c'est que nous sommes programmés. Si nous ressentons des choses que on nous dit que nous allons ressentir, soit c'est que c'est une prophétie autoréalisatrice, donc un engramme, donc une programmation. Enfin, un engramme, c'est plus profond qu'une programmation, mais on nous programme à ressentir le froid dès le lendemain, alors qu'il ne fera pas si froid, par exemple. On nous programme à ci, on nous programme à ça. On nous programme tout le temps. On nous programme jusque dans nos ressentis. Comme, c'est là que je voulais en venir au départ, le ressenti que, bien que vivant dans un corps de femme, je suis fondamentalement un homme.
Oui, je suis un homme, je me sens homme. Et, et quand j'avais dit des trucs pareils, je vous dirai pourquoi après, un de mes compagnons avait dit, il s'était insurgé, il avait dit, mais comment tu peux savoir ce que sent un homme? Oui, mais bon, je m'expliquerai un peu plus tard. Là, je vais vous laisser en suspens avec ça. C'est un gros morceau, hein. Mais il est vrai que j'avais des ressentis qui ne correspondaient pas à ma physiologie. Bien. Ça y est, je vous ai déjà lâché un indice. Mais effectivement, comment imaginer que tous les hommes ressentent pareil? Parce que pour les hommes, je ne sais pas, je recueille beaucoup de témoignages d'hommes, mais n'en étant pas un, je ne peux pas confronter leur témoignage à mon ressenti d'homme. Je ne le confronte qu'à mon ressenti de femme. Ce que je peux faire, c'est confronter mon ressenti de femme avec le témoignage d'autres femmes, notamment pour ce qui est de la vie intime, de la sexualité, des ressentis spécifiquement féminins. Pas que par rapport au plaisir sexuel avec l'homme, mais dans tout ce qui est de la sphère féminine, des organes féminins et des ressentis féminins, comme les pieds froids par exemple. Est-ce que tous les hommes déjà ressentent pareil? Ah, j'en suis pas certaine. Mon frère disait qu'il n'avait pas beaucoup de ressentis physiologiques dans la sexualité, pas énormément de plaisir. Et j'ai corrélé ça bien après au fait qu'il était incirconcis du 8e jour. Mais à l'époque, je ne le savais pas, et qui prenait plaisir au plaisir de ses compagnes, enfin partenaires. Et je me suis dit, bah, c'est quand même dommage. Alors peut-être que le plaisir est venu, mais je crois surtout qu'il a beaucoup nourri, y compris avec ses partenaires, le mental, comme beaucoup d'hommes, vous me direz. Les hommes ont vraiment du mal à se focaliser, comment dire, se concentrer sur leur ressenti purement physiologique, sexuel. Dès que la sexualité intervient, l'excitation arrive et ça se passe dans le mental. Bon, il n'y a pas que les hommes qui font ça, mais manifestement, il y a beaucoup d'hommes qui sont incapables d'autre chose que de ça. Ils se stimulent, et d'ailleurs on le voit, hein, ils sont avec des yeux mais complètement révulsés, enfin, ils sont horribles à voir. Hein. J'ai un copain qui dit, ouais, on a tous des têtes de con quand on jouit. Ah mais je suis pas d'accord. Déjà, dans la sexualité douce, dite en conscience ou que j'appelle d'extase, ah non, il était beau comme un dieu. Son visage était rayonnant, détendu, et reflétait une jouissance profonde, pleine d'amour pour lui-même et pour moi. Ah non, il n'avait pas une tête de con. Et d'autres aussi, juste émerveillés de l'amour. Deux hommes ayant déjà passé l'âge d'être dépucelés et qui étaient absolument, comment dire, dans tous leurs états d'être obligés de m'avouer que voilà, bah non, ils n'avaient jamais fait l'amour avec une fille et que voilà, ils étaient complètement paniqués. Justement, paniqués, c'est le mot. Et puis, c'était fait dans l'amour, ils étaient chacun à 10 ans d'intervalle, hein, pas ensemble, hein, amoureux de moi, donc plein d'amour, et non, eux non plus n'avaient pas des têtes de cons quand ils jouissaient, non. Donc, si l'amour s'invite dans l'amour physique, ce qui devrait être le cas, et non pas le mental et la stimulation, alors non, l'homme n'est pas ridicule. La femme n'est pas cette espèce de truc qui râle en hurlant. Non, c'est autre chose. C'est l'émerveillement j'allais dire nous dilate. Mais le mot est mal choisi. Mais il dilate le cœur, les sentiments, le visage. Le visage s'ouvre au lieu de se fermer. Vous savez, les dents serrées. On voit ça dans le porno, même dans le porno masculin, les hommes qui masculin même au mot, les hommes qui s'enfilent en brochette et puis ils ont la bouche ouverte mais les dents serrées et les lèvres retroussées. Vous voyez? Et un regard terrifiant, un regard sous emprise. Vous voyez ce genre d'image là? Voilà, comme ça. Non, c'est terrible. Mais il y a autre chose, chers amis. Donc manifestement, tous les hommes ne sont pas capables de la même chose. Comme toutes les femmes ne sont pas capables de la même chose. Donc tous les ressentis masculins ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a toute une gamme et on a accès possiblement à une partie de cette gamme. Ou si on s'est donné la peine d'explorer l'expérience humaine, toute la gamme.
Généralement, quand on est capable d'explorer le haut de gamme, on ne va pas dans le bas. Mais ça peut arriver. Et quand on est dans le bas, on a du mal à aller explorer les zones où on n'a pas une tête de con quand on jouit. Je devrais faire une émission rien que là-dessus. La tête qu'on fait quand on jouit. Enfin, je veux dire, ça ne s'adresse pas que à ceux qui ont une sexualité active actuellement et qui... Non, c'est pas une émission pornographique, mais plutôt qu'est-ce que la jouissance et qu'est-ce que nous sommes capables de vivre de nous-mêmes. Voilà qui nous ramène au sujet du jour, nos ressentis. Nos ressentis sont-ils à ce point manipulables ? C'était une vraie question ? Vous savez bien que oui. Je voulais parler des fréquences, n'est-ce pas ? Les fréquences. Alors, on m'a mis sur la piste, mais je crois que c'était notre chère amie Clarita, de cette femme qui dit qu'aux États-Unis, alors elle a des arguments, hein, mais j'ai pas eu les liens, oui, les indices pour aller chercher. Aux États-Unis, il y a un endroit, je ne sais pas si c'est un camp ou une zone qui appartient à l'armée, ou plutôt c'était un radar, oui c'est ça devait être un radar, qui émettait certaines fréquences et qui est situé à proximité d'une autoroute. Et qu'elle avait remarqué qu'à chaque fois qu'elle passait là, dans un sens ou dans l'autre, une vague de dépression s'abattait sur elle. Pendant que je parle de ça, j'ai froid, parce que j'avais réduit le feu, je rouvre un peu. Et elle a fait des recherches, où elle a corrélé des choses, et l'armée émet des fréquences de dépression et de suicide. En tout cas, par ce radar-là. Était-ce une expérience isolée, à votre avis ? Donc, s'ils sont capables de faire ça, c'est qu'il y a des fréquences hertziennes, Hertz, qui ont cette faculté-là. Alors, ces fréquences, il nous faut connaître leur gamme. Et je vous encourage à chercher. Et je vous encourage surtout à ne pas vous arrêter à la première chose que vous trouverez, mais de questionner d'où vous vient l'information, par qui elle est transmise, de qui elle est censée émaner, et si elle vous est parvenue facilement ou pas. Ce sont les 3 questions à poser à chaque fois pour évaluer la véracité d'une information. Il nous faut apprendre nous-mêmes à évaluer les choses, hein. Ça j'insiste. Et de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous dit. Ah oui, lui c'est une tronche, et puis il était au CNRS. Moi dès que j'entends tout ça, je me dis qu'est-ce que c'est encore que ça ? Parce que moi je viens d'un milieu dont les gens, d'un certain milieu, et les gens qui ne font pas partie de ce milieu ont tendance à nous idéaliser. Je me mets dedans, nous, parce que j'ai reçu l'éducation adéquate, l'éducation qui était censée faire de moi un de ces universitaires. Voilà. Donc, c'est pas tellement l'intelligence qui prime, c'est la façon de réfléchir, d'appliquer le raisonnement et d'ordonner les connaissances. Parce que la plupart ne sont pas très intelligents. Ils sont pointus dans leur domaine. Oh là là, le petit mulot vient d'apparaître. Allez, va-t'en. Il est comme chez lui. Mais il est beau, hein. Il fait pas un seul dégât, il est trop mignon. Il ne fait que traverser la maison. Je le vois dans le tas de compost. C'est pas un petit mulot, c'est un petit campagnol. Il a son petit ventre clair et son petit dos couleur chamois. Mais il est beau, il est trop mignon. Bon, il lui manque qu'une queue plumeuse, non pas pelée, quoi, avec du poil comme un écureuil pour être vraiment mignon, comme les loirs, les laireaux, tout ça, parce qu'une queue, c'est un peu beurre qu'une queue annelée, hein. Mais vraiment, il est mignon. Il est mignon. Je ne le vois qu'en coup de vent, de toute façon. Mais j'en étais où ? J'en étais aux fréquences. Oh, c'est tout blanc, le monde a redisparu. Tout à l'heure, ça se levait. Attendez, je regarde. On est dans la brume blanche. Enfin, blanche. Ouais, blanc gris pâle. La forêt disparaît.
et le mulot repasse dans l'autre sens. Non mais si je te dérange, il faut me le dire. Hein. Oui, ces fréquences hertziennes. Il nous faut leur gamme. Alors, d'après mes informations, mais alors vraiment, informations tout à fait insuffisantes pour le moment, je crois que c'est autour de 25, peut-être 24, 25 et 23. Ce sont des fréquences de dépression. Ce sont des sons qu'on n'entend pas. Et vous vous souviendrez peut-être, si vous avez vu mes émissions sur le sujet, la réalité, c'est vraiment pas ce que tu crois ou c'est pas ce que tu crois. Il y avait 3 émissions que j'avais rééditées ensemble. Nous avons cette expérience avec l'eau. L'eau à laquelle on applique une fréquence de 24 Hertz. Onde sinusoïdale à l'aide d'un générateur et d'un amplificateur, d'un haut-parleur. Eh bien, il faut filmer ça, parce qu'à l'œil nu, ça ne se voit pas. Mais avec les 24 images secondes, on a un effet où l'eau fait une espèce de... Comment dire ? Il faudra regarder ça à nouveau. Hein. Expérience extraordinaire faite avec de l'eau et des ondes. Enfin, on trouve ça sur Internet. Mais j'avais mis la séquence. Ça fait une espèce de tourbillon stationnaire. Enfin, de zigzag stationnaire. Quand on applique la fréquence de 25 Hertz, l'eau semble s'écouler d'une façon, dans un tourbillon parfait vers le bas, et quand on applique la fréquence de 23 Hertz, le même tourbillon mais vers le haut. Un truc comme ça. Il faut vérifier si j'ai pas interverti l'effet du 23 et du 25, mais vous regarderez ça. Donc on est dans ces fréquences 23, 24, 25 qu'on n'entend pas, ou à peine, ça fait un tac, 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 je crois, un truc comme ça. C'est... oui, comment on peut les entendre? Je me souviens plus, selon si elle est carrée, sinusoïdale, ou voilà. On entend ou on n'entend pas. Et donc ces fameux bruits de fond inaudibles contiennent des informations de basse fréquence, dans les deux sens du terme. Donc, chers amis, nous comprenons pourquoi il est tellement important pour nos maîtres que nous soyons tout le temps en train d'écouter de la musique enregistrée. Et musique, vous savez ce que j'en pense. Hein. Il paraît même que tous les CD du commerce, y compris le mien que j'ai fait graver avec ce que j'ai mis moi sur les pistes, sont déjà encodés avec quelque chose dessus. Vous vous rendez compte ? Mais c'est quoi ce quelque chose ? C'est pour ça que seule la musique vivante, la véritable musique qu'on peut faire, est de la musique. Le reste, c'est de l'engramme. Donc il est très important pour nos maîtres que les supermarchés, les transports en commun soient constamment et constamment un bruit de fond, soit électrifié. Voilà, c'est l'électrification de tout qui permet aussi de passer de la musique enregistrée. Mais j'allais dire que vous l'entendiez ou non. Parce que s'il y a des haut-parleurs, comme dans les villes, mais que ces haut-parleurs n'émettent pas, parce qu'ils n'émettent que pendant les fêtes de Noël ou la grande quinzaine commerciale, ça ne veut pas dire qu'il ne passe rien. Déjà, au niveau des formes pensées, il peut passer tout un tas de trucs, mais peut-être que... alors, soit les villes, pour les grandes municipalités, doivent avoir un service peut-être occulte qui fait passer des trucs, mais vous savez bien, à partir du moment où il y a de l'électricité, il suffit d'appliquer, même à distance, un champ d'onde, on va dire, un déclencheur, comme pour un... je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais c'est possible. On peut déclencher à distance des appareils électriques sans les brancher sur le courant. Ben oui, c'est ça l'électricité éthérique. L'électricité, elle se balade, on baigne dans de l'électricité, et de plus en plus. Comme les néons. Vous prenez un néon à la main et vous approchez d'une ligne à haute tension, il s'allume. Donc il n'y a pas besoin du starter, il n'y a pas besoin du 220.
et du transfo. Il n'y a pas besoin de tout ça. En fait, on peut déclencher les appareils électriques à distance. Donc, tous ces réseaux immenses de caméras et de haut-parleurs, même si, entre guillemets, elles ne fonctionnent pas, elles sont éteintes, on peut les activer à distance. Et on peut émettre, virtuellement, des sons, des fréquences hertziennes inaudibles qui nous mettent dans un certain état. Réfléchissez-y. Aucun d'entre nous ne peut y échapper, sauf à vivre au milieu de nulle part, mais même au milieu de nulle part comme je suis. Rien qu'au village, un village où il n'y a plus personne vraiment qui y vit, sauf l'été et tout ça, ils ont refait tout l'éclairage avec des LED, la lumière LED. Oui, on en reparlera. Et puis, tout le monde a son téléphone portable. Et puis, ce truc avec lequel j'enregistre pour vous, c'est un appareil électrique. Donc, tout ça, ce sont des relais du réseau Skynet, pour ceux qui ont vu Terminator. Le réseau Skynet, c'est les ordinateurs qui prennent le contrôle de tout ce qui est informatisé. Et comme toutes les activités humaines sont désormais informatisées, les paiements, les dossiers médicaux, et tout et le reste. Enfin, quand je dis les paiements, presque tout est payant maintenant. Donc tout ce qui fait la vie humaine est informatisé, y compris la circulation des trains, l'ouverture des portes, pas que des trains, l'ouverture de toutes les portes qui ont été automatisées. Tout ce qui a été électrifié sera à un moment ou à un autre sous le contrôle du mental préprogrammé de l'intelligence artificielle, le monstre, le serviteur de Satan. Oui, parce que l'intelligence artificielle, c'est typiquement Satan, c'est typiquement luciférien, c'est typiquement prométhéen. C'est une intelligence qui n'est pas naturelle. Ben oui, intelligence artificielle, c'est un mental fabriqué avec une programmation. L'intelligence naturelle est bien plus que le fait de relier des idées. L'intelligence naturelle, c'est l'intelligence des choses. Comment une plante pousse entre deux rochers, en s'adaptant à la forme des rochers, quoi, ou de la faille, vous voyez. Sa racine va s'immiscer là où il faut. Elle va aller trouver l'eau, vers le bas. Les plantes vont aller vers le haut. C'est la nature de la plante. Mais c'est ça l'intelligence naturelle. L'économie de moyens, la grâce, l'élégance de la forme, l'efficacité du mouvement. C'est ça l'intelligence naturelle. C'est la vie.